Tac, tac, tac. Ah bah attends, j'étais déjà en affichage en fait depuis tout à l'heure, autant pour moi. J'étais en train de régler 2-3 conneries. Coucou Moon, comment ça va? Quel plaisir de te voir. Il fait frais enfin, ouais, enfin, j'avais peut-être pas avancé jusque-là. Hein. Là, moi, j'ai encore les noix qui collent au caleçon, voilà, pour rester parfaitement poli et PG. C'est pas encore les températures rêvées, quoi. Ceci étant dit, je profite justement de la fraîcheur pour déjà ouvrir la fenêtre, donc ça fait un peu plus de lumière, j'ai un peu moins l'impression d'être un troglodyte. Et surtout, j'en profiter pour faire un petit react. Alors du coup, pas sur les vues, parce que vues, ça n'existe plus. C'est triste, mais c'est comme ça. Parfois, ça va être un react sur le dernier épisode de Rhinocéros, que j'ai pas encore vu, que je me gardais sous le coude. Ah! Allez, alors bon, je suis d'accord avec toi, c'est triste. Par contre, je sais pas si t'as vu sur l'écran, quand tu mets un émoticône, maintenant il y a le mur. Ouais, ouais. Et normalement, j'ai fait d'autres trucs. Parce que je fais pas que glander aussi, je bosse. Voilà, la pam, c'est bon. Il y a plein de capybaras avec des petits cœurs, c'est parfait. Ça te plaît? Ah, ça me fait plaisir. Si ça te plaît, je suis content. Il y a d'autres trucs que j'ai fait aussi, normalement, quand tu dépenses des points pour certaines actions. Oh, des petits cœurs partout. Quand tu dépenses des points pour certaines actions, techniquement, maintenant, il va y avoir une alerte. Avant, il n'y en avait pas, en fait. C'est juste moi qui m'en rendais compte sur le Teco quand je regardais OBS. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Eh ouais. Donc je suis obligé de boire maintenant. En l'occurrence, ça donne ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ça t'a fait marrer? Ouais, c'est bon, c'est cool. Donc ça te fait marrer, moi de toute façon je suis content. Voilà. J'ai mis le son du champignon dans Mario parce que je me suis dit ça allait bien avec le... Tu vois. Enfin bon, bref. Je me suis un peu amusé, quoi. Je me suis un peu amusé... Attends, je vais couper la musique parce que ça commence à me cuire. Hein. Ouais, je me suis un peu amusé avec 2-3 trucs parce que je me suis dit c'est quand même dommage, les alertes, les 3 quarts du temps, je passe à côté. Puis même, je me disais pour les viewers, c'est pas très récompensant, quoi. Il y a pas d'animation, il y a rien. Donc voilà, j'ai réussi à réparer ça, je suis content. Générateur de noms utilisé. Je suis pété de thunes. Alors, générateur de noms, je l'ai pas encore fait parce que justement, personne l'avait utilisé. Et puis, je sais même pas à quoi ça rime, en fait. C'est quoi générateur de noms? Il y a des trucs, moi, c'est encore exploratoire, hein, de Twitch. Hein. Je suis pas encore ceinture noire. Hein. Mais tu sais à quoi ça rime? C'est moi qui l'avais mis en place? Non, 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 c'est un truc de base, ça. Attends, je vais vérifier mes conneries. Mais il me semble bien que c'est un truc de base. Pour trouver les noms de persos que tu crées. Eh ben dans ce cas, ça veut dire que le prochain perso que je fais, tu t'en souviens? Ah bon, bah écoute, Jean Diablo. Ok, 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 ok. Voilà. La prochaine fois que je crée un personnage, c'est toi qui auras choisi le nom. Tu as une grande responsabilité, attention. Parce que si mon personnage, le prochain s'appelle Clafoutis aux endives, par exemple, je vais être très triste. Donc fais gaffe à ce que tu fais quand même. D'avance, merci. Bon, bref, je te laisse réfléchir à tout ça. Nous, on va... Oh, Erin, incroyable, tu as chaud. Eh bien, figure-toi que nous aussi, malgré les orages qui ont tout défoncé pendant cette nuit, là, ce matin d'ailleurs, c'était assez chaud. Faut savoir que Moon a un peu peur de l'orage, pour rester dans le monde merveilleux d'euphémisme. Et il y en a un qui est vraiment tombé pas loin. Même moi, normalement, je m'en fous. Mais là, pour le coup, c'était puissant et ça a pas plus rafraîchi que ça. Il doit faire 32 ou 33 degrés, c'est un peu chiant, quoi. Ah, je suis à Marseille, j'en peux plus, rendez-moi le nord. Oui, bah ça va venir, mais il fait si bon que ça en Belgique? Enfin, je me rends pas compte parce que j'ai l'impression que la canicule, elle est européenne. Après, je pense bien qu'à Marseille, oui, par contre, ça doit chier des bulles carrées, quoi. En termes de température, ça se classifie dans le sans pitié, quoi. Et si, Moon, je suis obligé de balancer les insides. C'est contractuel. Je partage tout avec mon public. Donc il va falloir s'y faire, quoi. Il fait max 30 degrés, 29 à l'intérieur. Ouais, 29 à l'intérieur, c'est déjà énervé quand même. Hein. Ah, c'est surtout la lourdeur. Ok, ok, ok. 33 ici. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, nous à l'extérieur, c'est pareil, c'est 33. En intérieur, ça va, on est sur les 28, là, je pense, 29. Ce que je trouve, moi, chaud, hein, pour rappel. 33 à l'intérieur. Ah oui, d'accord, oui, non, mais en fait, l'avantage, c'est que si t'es à Marseille, t'as la Méditerranée juste à côté. C'est sympa comme principe. Alors, l'eau est sans doute à 28. Mais bon.
Ouais, 33 dedans, ouais, j'avais pigé au second coup. Mais ouais, c'est chaud, hein. Là, c'est énervé quand même. Après, tu vas encore. Mais pourquoi pas aller au Sahara aussi pendant que tu y es? La meuf se plaint d'avoir chaud. Elle se ramène dans des endroits où la température est notoirement invérable. Il y a la piscine. Bon, allez, s'il y a la piscine, potentiellement, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite bien du courage pour ton séjour marseillais, hein. Encore, c'était presque dans la montagne. Ouais, ça va rafraîchir un petit peu de ce côté-là, ouais, mais bon. Après, je sais pas, enfin, si le soleil tape non-stop, montagne ou pas montagne, à mon avis, tu prends tarif, quoi. Mais bon, écoute, on va pas être négatif, on va dire que ça va être très bien, que tu vas être parfaitement posé dans ta piscine avec un petit spritz. Voilà, pourquoi pas un petit spritz. Et puis voilà, ça va bien se passer. Bon, parlant de choses qui vont bien se passer. Parlant de choses qui vont bien se passer, on va lancer Rhinocéros, histoire de savoir pourquoi qu'on gueule. Alors attendez, bougez pas. React, yes. Ensuite, dans un second temps, parce que je ne m'y prends jamais en avance, ce serait dommage. On va faire ça et on est content. Allez, vous êtes prêts? C'est y part. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. On n'est pas en plateau parce qu'il fait hyper chaud, hein, vous l'aurez compris, mais on n'allait pas vous laisser sans faire un petit épisode bilan de cette folle saison médiatique. On en est où sur la question du pluralisme? Oui, en plus, ça va être la présidentielle. Ah, tu connais pas Rhinocéros? Excellente émission animée par Usul et Lumi, si je ne m'abuse, je crois que c'est Lumi. C'est une émission qui est de Blast. Donc Blast, ça m'étonnerait que tu connaisses pas, mais pour ceux qui potentiellement tomberaient sur ce stream ou sur la VOD, Blast, c'est une chaîne comme ça où tu as des journalistes de talent qui discutent en profondeur de sujets très importants comme le réchauffement climatique, etc. Donc tu connais Blast, parfait. Eh bien Rhinocéros, c'est une des émissions que propose Blast. Franchement, c'est très très quali. Ils font surtout de la critique média, principalement. Là, par exemple, je pense que ça va être sur le traitement de Jean-Luc Mélenchon, qui, dans les médias, a pris la place de Jean-Marie Le Pen, comme étant l'épouvantail, on va dire, du paysage médiatique. Ce qui est quand même sacrément osé de leur part. Mais bon, bref, on repart. grands médias se préparent. À quoi on va avoir le droit à la rentrée, hein? Est-ce que ça va être comme cette année? Est-ce que ça va être pire que cette année? Est-ce que c'est possible de faire pire que cette année? Vous savez que c'est la dernière de la saison? Ah non? Mais Non. pour nous trois, vous allez continuer, vous, de bosser. Mais moi. Nous, on sait pas, hein. On sait rien, nous. Ah bah écoutez, moi Nous, on je sait rien sais. parce que c'est- qu'on lit la On ne presse, lit rien, nous autres. On lit hein. les rapports de l'ARCOM, alors on sait pas bien. Ah bah, où- on sait pas. Et vous, ouais. vous avec l'ARCOM, faites très attention. Gilles-William Goldnadel et Julien Drey Putain, Drey, je savais pas qu'il était sur CNews. Je regarde pas assez, a priori. Mais Julien Drey, pour rappel, c'était pas un des fondateurs d'SOS Racisme, sans dire de conneries. Je crois, hein. Qu'est-ce qu'il fout à CNews? La déchéance morale n'a donc pas de limite. C'est chaud. Roges aussi, ils sont comme nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à participer ensemble à cette émission pluraliste présentée par Elliot Daval? L'émission s'appelle Face à Face et oppose donc ces deux mecs, un avocat d'extrême droite et un ancien socialiste. Julien Drey n'est plus adhérent au Parti Socialiste depuis 2018. Mais vu que c'est un ancien socialiste, quand il nous explique que les insoumis Flemme CNews, oui. Oui. Juste oui, point. Flemme, je suis d'accord. Mais bon, on y est énormément exposé, notamment à l'époque des vues, à la glorieuse époque des vues. Énormément d'extraits de CNews étaient montrés parce que mine de rien, ils font quand même une part de marché assez significative. Et ce qu'ils racontent, c'est suffisamment grave pour qu'on puisse s'en alerter, quoi. Ah, vous captez pas CNews outre-Kievrin? D'accord. Putain, c'est bien. Mais vous êtes vraiment fort, vous, contre les fachos, hein. Même ça, vous laissez pas passer. Bravo les Belges. Vous êtes un peuple ami. sont antisémites ou qu'il faut arrêter de traiter Bolloré de fasciste, son temps de parole est décompté du temps de parole de la gauche. Mais moi, c'est je chaud. vous donne source proche du dossier. Oui. ARCOM, Oui, Julien Drey oui. est désormais classé à l'extrême droite. Aux heures de Ok, tant mieux. Alors attends, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Comment ça dépend? Tu penses qu'en Belgique, c'est pas foufou? Je sais que le Nord, la partie flamande, du coup, a priori, c'est très extrême droite friendly.
Mais il me semblait qu'en Wallonie, justement, il y avait quand même un gros haro qui était posé sur l'extrême droite, quoi. Et ensuite, oui, donc là, c'est plutôt une question de droit télé qu'autre chose. Ok. Bah, finalement, tant mieux, j'ai envie de dire. Et on n'a pas M6 parce que c'est... Oui, en même temps, tu me diras, M6, c'est pas très propre non plus. Dans l'idée, M6, je vais y arriver. C'est pas très propre. La dernière fois, j'ai vu une espèce de bande-annonce d'une nouvelle émission de télé qui devait être présentée par Michou, je crois, ou un truc comme ça. Alors, j'ai pas trop compris le concept, mais en gros, il faisait passer des personnalités télé enfin, pour la bande-annonce, il faisait passer des personnalités télé ou autres devant un appareil photo en mode, tu sais, les mecs qui viennent d'arriver en prison, on leur file une petite plaquette, et puis ils doivent prendre la photo de face et de côté, là, bref. Et à la toute fin de cette bande-annonce, il y a Balkany qui fait une petite apparition en mode détente, petite blague, Balkany qui vient faire sa photo pour la prison et qui fait un truc du genre « Oh, ben je me suis peut-être trompé d'endroit », ou alors c'est peut-être en face, c'est peut-être Michou qui le dit, je sais plus. Je trouvais ça un peu... Enfin merde quoi, c'est Balkany quand même, techniquement il devrait être en tôle. La seule raison pour laquelle il y est pas, c'est parce qu'il dit qu'il a le chiassou et qu'il peut pas se permettre d'y aller. Donc si le mec il a quand même le temps d'aller faire des blagues sur le fait qu'il devrait être en tôle sur M6, moi je trouve ça un peu de mauvais goût quand même, mais bon. C'est pas par grandeur morale qu'on n'a pas ces chaînes, c'est pour l'argent. Ouais. Oui, j'avais compris, mais c'est une question de droit télé. Ils ont pas forcément envie de les prendre. Bon, après, tant mieux, j'ai envie de te dire, c'est un heureux hasard, quoi. Et, pour rebondir sur la vidéo, donc Julien Drey, donc ancien du PS, et vraiment, sans trop m'avancer, je crois que c'est le créateur, Drey, je crois que c'est comme ça, non, c'est avec un A. Drey, SOS Racisme, je crois. Hein. T'en bouge pas. Entrée au Parti Socialiste. On va vérifier. Mes conneries, CTRL F, SOS. Hein, il cofonde l'association SOS Racisme en 1984. Et donc maintenant, il est tranquille, les mains dans les poches à CNews. Et pendant très longtemps, donc c'est ce que disait Usul, a priori, ou Lumi, je sais plus. Pendant très longtemps, son temps de parole était décompté donc de la gauche, puisqu'il était censé représenter la gauche sur ces chaînes-là. C'est fou ça. Et donc là, ça a changé récemment. Il avait l'air d'avoir un peu la larme à l'œil. D'après que maintenant, il est classifié d'extrême droite. En même temps, quand tu traînes avec l'extrême droite, faut pas t'étonner, mon petit vieux, que ça finisse par se voir. Bref. Allez, on relance. Très forte audience, Julien Drey monopolise près de la moitié du temps d'antenne accordé à la gauche. Dans un papier paru en juin, Younes Abzouz et Donatien Huet de Mediapart nous expliquent que c'est grâce à Julien Drey que CNews gruge l'Arcom, ce dont il s'amuse lui-même à l'antenne. Ils ont expliqué que j'étais plus socialiste, bon ça c'est leur droit. Ah. Enfin, j'étais socialiste avant même qu'ils soient encore conçus, Ouais. vu leur âge. Voilà, mais j'avais des positions réactionnaires, anti-immigration. C'est pas vrai, vous êtes etc. réactionnaire, vous êtes un audio réac. Et alors, je me suis dit, vous savez ce que je me suis dit, des jeunes comme ça, j'en ai vu qui me traitaient de tous les noms. Et en général, ça finissait comme des bons petits bourgeois, bien rangés. Et dans votre gueule, les petits cons de Mediapart, aujourd'hui, quand on veut être un punk, un vrai punk, il faut rejoindre la croisade de Bolloré contre le système. Et il faut le soutenir franchement, pas timidement, comme Tugdual Denis. Alors lui, on l'a pas mal vu à la télé ces derniers temps parce qu'il a un bouquin à vendre. Un bouquin qui revient sur l'entreprise de normalisation de l'extrême droite à laquelle on a assisté ces dernières années. Un livre qui a beaucoup plu au philosophe, chroniqueur, animateur Nathan Devers. Moi, je dois vous dire quelque chose. Alors je là, suis pour très le coup, heureux. vraiment, c'est que des inconnus pour moi. Hein. C'est la Bollorosphère, a priori. J'avoue que ces gens-là me sont parfaitement inconnus. Je pense que tant mieux. Mais bon, découvrons qui sont ces charmants personnages. De vous recevoir, parce que j'ai trouvé votre livre très beau et très émouvant. Dans ce livre très beau et très émouvant, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles nous dresse un charmant tableau de ses faits d'armes, comme la publication en 2020 d'un texte raciste qui nous invitait à imaginer Daniel Obono en esclave du temps de la traite négrière. On y apprend qu'à l'époque, celui qui n'était alors que directeur adjoint de la rédaction avait reçu un message de félicitations de la part de Philippe de Villiers qui lui disait « Tugdual, je voulais simplement te dire que je te considère désormais comme un chevalier. » C'est Mathieu Dejean qui a pris la peine de lire tout le Imitation bouquin pour nous impeccable. raconter ce qu'il y avait dedans. Au fil des pages, d'apéros dînatoires mondains en concert de Jean-Pax Meffray, ces liens de connivence entre communicants, politiques et patrons d'industrie, souvent issus des mêmes écoles et du même milieu, témoignent de la banalisation de l'extrême droite. Jusqu'à François Bayrou qui confie à Tugdual Denis qu'il Aime beaucoup. Vincent Bolloré.
Sauf qu'étonnamment, tout ça n'a pas convaincu Pascal Praud, qui aurait aimé qu'on le défende un peu mieux, lui, les siens, et surtout son patron. Parce que vous nous avez pas beaucoup défendu, je trouve. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est Moi, pas ça vrai. m'a. J'ai été, franchement, je me suis dit, Tugdual justement, Denis, là- il n'est pas très courageux pour nous. On vous montez pas beaucoup au créneau écoutez, pour je peux nous. vous dire, regardez toute la promo que j'ai faite, j'ai fait un certain nombre de plateaux. Ouais. On a- Putain, ça se fait en direct live. Hein. C'est-à-dire que sans filtre, le mec il regarde le patron de Valeurs Actuelles et il lui dit non, mais en fait, vous bossez pas assez pour nous, quoi. C'est quoi? C'est la mafia? C'est chaud. C'est chaud. parlé de Vincent Bolloré sur France Culture Ouais. la semaine dernière. J'étais face à un prof de sciences politiques de l'école polytechnique qui caricaturait à outrance la pensée de Vincent Bolloré et je l'ai tout à fait défendu. Et oui, pour sa promo, Tugdual Denis, le Versaillais, a eu le droit à France Info et à France Culture. Alors on va écouter ça. Bon, il avait dit quoi sur Bolloré, ce prof de sciences politiques? En l'occurrence, il s'agit de l'historien et politologue Vincent Martini. Mais est-ce que Vincent Bolloré pense vraiment que nous vivrons demain dans un pays où les églises redeviendront Coucou. pleines, dans lequel... Coucou Manix. Toi aussi, tu es beau, tu le sais, ça. Non, bah merci. Bah bienvenue. On est en train de se mater le dernier rhinocéros. C'est tout un programme. Hein. Là, a priori, ils nous refont un petit récap des liens enfin, au niveau de la bolorosphère, tout ce qui est CNews et compagnie. Déjà, c'est fruité comme démarrage. Et il fait trop chaud. Bah, je veux bien le croire. Hein. Toulouse en été, c'est une promesse de souffrance avant tout. Bah, il y a des bars, c'est toujours ça de prix. Mais bon. les femmes reviendraient à une place subalterne, dans lequel la société traditionnelle, vantée par le général de Gaulle dans les années 50, reviendra aujourd'hui. Je crois que personne ne le croit sincèrement. Moi, je pense que Bolloré croit sincèrement qu'en France, on pourrait faire comme Trump. Des expulsions, des camps de rétention pour les étrangers et les non-blancs, une régression des droits des femmes et des minorités, etc. Mais bon, admettons. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à la dernière grosse production du groupe Canal. Ce sont 4 épisodes de 52 minutes qui vont créer l'événement et sans doute jeter quelques bombes dans l'espace politique. Éric Zemmour travaille depuis plusieurs années sur ce format inédit, l'adaptation visuelle de son livre à succès, Le Suicide français. Oui, j'ai vu On y ça. retrouve le même ton, la même gravité, le même diagnostic cinglant sur ces décisions qui ont conduit notre pays dans le mur, sauf que cette fois, chaque démonstration est ponctuée d'extraits, chaque raisonnement s'appuie sur des archives. Oui, ça s'appuie sur des archives, mais pour dire un petit peu toujours la même chose. Tout est parti en couille, pays finito, et c'est de la faute de la gauche, des immigrés, des féministes et des homosexuels qui ont émasculé ce pauvre homme blanc riche. Voilà, donc toute la thèse de Zemmour, on lui... Putain, mais c'est un mec multirécidiviste, il a été condamné je sais pas combien de fois pour propos racistes. Je crois qu'il a aussi tenu des propos antisémites qui ont été condamnés, je crois. Là, je mets une pincette parce que j'ai pas tout son pédigré judiciaire qui est là, qui est sacrément existant, mais ce mec, on lui confie une émission entière pour qu'il étale sa merde sous nos yeux, là, et ça dérange personne. C'est terrifiant, quoi. Alors, tu fais de la facturation électronique. Effectivement, je compatis. Irine qui nous dit à l'aide, je pense que c'est par rapport à ce qu'on vient de voir. Auquel cas, à l'aide aussi. Du coup, j'ai pas de réponse malheureusement à te donner, outre que fais chier. Bon. Et l'homme Let's go. blanc, hétérosexuel de la bourgeoisie française, sera un coupable à jamais. Un coupable de tout, un coupable pour toujours. Et il en a marre de se laisser faire, l'homme blanc. Parce qu'en plus, il a plein de thunes. Et donc, attention aux thunes, l'homme blanc compte pas pour des prunes. Voilà donc ce que nous propose Bolloré un an avant la présidentielle. Une présidentielle dans laquelle on retrouvera peut-être Éric Zemmour qui avait été son champion en 2022. Vous caricaturez quand même un peu la pensée de Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, c'est quand même un des problèmes aujourd'hui dans le débat public de caricaturer ses adversaires. Quand vous dites qu'il est pour la rétrogradation de la femme, de la place de la femme dans la société, ça, je pense qu'on... Des rôles traditionnels, on va dire. Oui, mais vous trouverez aucune phrase de Vincent Bolloré disant ça. Ce que j'attends des gens comme vous, c'est ce qui est important, c'est votre avis à vous, c'est ça parce que demain aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera vous, comme dit l'autre. Vous n'avez peut-être pas le temps, mais regardez mes interventions sur BFM, sur France Info, sur France Culture. Le
dernier chapitre mais de mon je- livre, je comme défends tranquille, quoi. extrêmement ce que vous faites, enfin ce que vous faites tous globalement dans la famille du groupe Bolloré. Il défend si bien Bolloré qu'on pourrait croire que son livre a été édité par une des maisons d'édition appartenant à Bolloré. Ce serait logique. Eh ben même pas, il est sorti chez Robert Laffont qui appartient au groupe Editis, un groupe dirigé par Denis Oliven, le fondé de pouvoir d'un autre milliardaire important du capitalisme français qui a racheté Editis à Vincent Bolloré en 2023, Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque, soutien d'Emmanuel Macron, détient aujourd'hui Marianne et Franc-Tireur, deux publications dont on connaît les obsessions et qui tapent sur Mélenchon toute l'année. Et c'est aussi Kretinsky qu'on retrouve derrière la chaîne T18, une chaîne de la TNT qui diffuse toute la journée des programmes sans intérêt, des rediffs d'émissions de faits divers ou des rediffs de programmes sur la maison ou le jardin, mais qui diffuse surtout le soir un talk show d'actualité à la C'est dans l'air, un programme animé par le journaliste Mathieu Croissando. Un Mélenchon plus rond, moins clivant. Est-ce qu'un Mélenchon gentil, ça intéresse quelqu'un, Adrien Matou? Je pose cette question parce qu'à une époque, Jean-Marie Le Pen disait un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Un programme dans lequel, évidemment, on va comparer Mélenchon au vieux Le Pen et même interroger là-dessus Adrien Matou de Marianne qui travaille lui aussi pour Kretinsky. Le milliardaire tchèque avait... C'est là que tu vois qu'on est complètement assiégé, quoi. Enfin, c'est pas que CNews via Bolloré, enfin Bolloré via CNews et toute sa ribambelle de programmes et de journaux qui nous harcèlent en fait, de programmes qui nous descendent, qui nous montrent comme étant la peste, la nouvelle peste brune, brun rouge, va savoir quelle couleur ils veulent nous couler sur le dos maintenant. C'est aussi les centristes qui se disent de gauche / printemps républicain. Enfin, c'est un bordel. J'ai l'impression qu'on se bat quand même contre pas mal de monde. C'est un peu terrifiant. En tout cas, dans la sphère médiatique. Après, je pense que les choses sont déjà un peu plus apaisées et un peu plus équilibrées quand on va voir les votes, quoi. Je pense, enfin, tout va se jouer au niveau du vote. Je pense que ce sera beaucoup plus nuancé que ce qu'on nous donne à voir dans les médias. Mais c'est, waouh. C'est vrai que quand tu mets les choses à plat et que tu vois ce qu'il y a en face, c'est un peu décourageant, ouais. Emporter l'appel d'offres en promettant à l'Arcom des programmes culturels et du pluralisme. Pour l'instant, il nous propose du true crime et des plateaux somme toute assez convenus. On a jeté un œil là-dessus un peu toute l'année, ça ressemble quand même énormément à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors le Mélenchon nouveau n'est peut-être pas encore arrivé, peut-être qu'on va le voir évoluer pendant toute cette année de campagne. Merci beaucoup Arnaud Champremier, Trigano, à très vite sur le plateau de Pour tout dire. On va parler maintenant d'un sujet qui occupe évidemment toute la campagne présidentielle qui commence, l'immigration. Quand on parle du Évidemment. groupe Bolloré, on cite souvent les synergies entre ses chaînes de télé, ses journaux, ses bouquins et les boutiques relais qu'il possède. Eh bien, sachez que cette méthode a sans doute inspiré Daniel Kretinsky, puisque celui-ci a racheté la Fnac il y a quelques mois. On espère que le livre de Tugdual Denis pourra y bénéficier d'une belle mise en avant. On fait ce petit détour par Kretinsky pour vous montrer qu'on commence à être bien cerné. Quand Nathan Dever ou Guillaume Erner choisissent de recevoir Tugdual Denis pour une interview C'est pas grave, c'est pas grave. C'est aussi à ça que ça sert, chat. C'est pas que pour parler avec moi, vous pouvez parler entre vous. Moi, limite, ça me fait plaisir, en fait. Du coup, je suis votre conversation, je le lurk pendant que vous me lurkez. c'est le lurkage général. Donc, c'est OK. Par contre, j'étais en train de me dire, c'est fou, là, quand même. Donc, la Fnac, c'est bon, a été rachetée. Enfin... Il va falloir passer une loi sur sur la limitation, on va dire, de ce que peut se permettre d'acheter un mec bourré de thunes type Bolloré, enfin sur les milliardaires, quoi. Ils peuvent pas se permettre d'investir comme ça, tout racheter. C'est fou. Enfin, ça va forcément créer des systèmes de monopole, des systèmes on va dire, où la concurrence n'existe pas vraiment. Si tu peux tout faire descendre de la production jusqu'à la revente par détail, si tout est chez toi, enfin quand en plus c'est des personnes comme ça là, qui ont vraiment une idéologie derrière, on n'est pas juste sur le commerce de la tomate là, s'il vous plaît, quoi. On est vraiment sur des produits culturels, on est sur de l'information. Si tout est comme ça va être, enfin, y a moyen que ce soit très très tendu, hein. Bientôt, il y en a un qui va réussir à acheter la Lune. Bah. En tout cas, Elon est sur Mars, hein. Il a donf dessus, mais bon. Plaisante, Écoute. Bolloré n'y est pour rien. Tout ça se fait sans lui. Le bouquin, c'est Kretinsky et les médias, ce sont ceux du service public.
On emploie beaucoup dans le débat public aujourd'hui le mot extrême droite. Oui. Comment vous le définiriez, vous, aujourd'hui, pour vous poser une question simple? pense- Et est-ce ouais. qu'elle existe encore aujourd'hui en France? Est-ce qu'il existe encore, selon vous, une extrême droite? On va revenir sur cette Voilà, émission, parce qu'on tiens, a ce genre de le questions qui pour peuvent et le être posées, contre sur tranquille, France quoi. Info. Avec lui, là, Paul Melun, un genre de souverainiste réac à la Michel Onfray, et ce sémillant jeune homme, Nathan Dever, qui serait plutôt un héritier de BHL, dont il a été un protégé avant de voler de ses propres ailes. Vous êtes assez inséparable avec Nathan Dever, parce que vous étiez ensemble chez CNews. Ça fait un peu penser à Eric Enolo. Oui, à Zemmour et Nolo, Zemmour ouais. et Nolo, pardon. Et c'est quoi votre relation un petit peu Bah, on est très amis. Moi, j'aime beaucoup Nathan Dever. Vous savez, c'est un coup de cœur amical avant d'être un coup de cœur professionnel. Et je trouve, et je pense que ceux qui nous écoutent, qui travaillent avec des amis, quel que soit leur métier, savent ce dont je parle. C'est-à-dire, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Sauf quand il veut faire un épisode en voix off parce qu'il a un peu chaud, mais ouais, dans l'ensemble, ouais, pourquoi pas. Et donc le pour et le contre, c'est Le une tir. émission hyper originale, puisque comme Zemmour et Nolo, c'est deux mecs et ils donnent leur avis sur tout. Comme dans Face à Face avec Julien Drey et Goldnadel sur CNews, oui, tiens, aussi, oui. Et comme le duel avec Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit sur LCI, c'est ça aussi le pluralisme. Chaque chaîne a le droit à son petit duo d'hommes blancs qui savent tout mieux que tout le monde. Et à chaque fois, 2 hommes de droite, hein, dont la moitié se fait passer pour un homme de gauche. C'est fou. C'était pareil pour pour Zemmour et Nolo. Tout le monde pensait que Nolo était de gauche. En tout cas, c'est comme ça qu'il était présenté à l'époque sur l'émission de Ruquier. Là. Il a jamais été de gauche, ce pauvre monsieur. Enfin, il a toujours été réac as fuck. Je pense pas que ce soit juste Zemmour qui est déteint sur lui. C'est juste il est pas très. Oui, voilà, moins à droite. c'est le mieux qu'on puisse dire, quoi. Enfin bon. Je veux dire, le tour, a priori, il existe depuis... le tour de magie, le tour de passe-passe, il existe depuis des décennies maintenant, oui, parce que ça a bien 20 ans, je pense, Zemmour et Nolo, là, quand ils ont commencé leur connerie. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à voir à travers, quoi. Vous remarquerez que chacun de ces duos répond à la même logique. Le truc nous est vendu comme un duel entre un gars de droite et un gars de gauche, et au bout d'un moment, surprise, le mec de gauche, en fait, il est plutôt centriste, et le mec qu'on nous présentait comme un mec de droite s'avère, à l'usage, avoir un avis de facho sur à peu près tous les sujets. On va faire un Mélenchon test pour voir si c'est pareil avec le duo de France Info. On va écouter ce qu'ont dit Dever et Melun au lendemain du meeting de Saint-Denis. C'était un gros succès, ils ont été obligés d'en parler. C'est-à-dire que la pensée universaliste propre à la gauche, c'est pas les races, c'est pas les distinctions entre les immigrés, les Français, les je ne sais quoi. Là, Mélenchon parle comme Zemmour inversé. Bon, déjà, il a retenu que le truc sur la Nouvelle-France, il dit rien du reste, c'est pas bon signe. Oui, il a l'air d'avoir peur de se faire grand remplacer, ce garçon. Donc, je trouve qu'il est sur une dérive Mais il absolument le fait sciemment. dangereuse. Mais bien sûr qu'il le fait Est-ce qu'il sciemment. n'est pas sur une ligne de crête? Est-ce que c'est pas... Ah, mais il est plus que sur une ligne de crête. Voilà. Là, il est au fond du ravin de la décence humaine. Ce qu'il fait, c'est indécent totalement. Le fond du ravin de la décence humaine, mais franchement... Tiens-toi ou mets des couches, fais un truc, quoi. Enfin, ça se voit que tu te chies dessus, là. C'est chaud, quoi. C'est indécent. C'est-à-dire que c'est plus que du racolage. Il dit en gros, un tiers des Français sont issus de l'immigration. On est chez nous. Voilà, je veux pas. Si vous voulez, j'ai même pas besoin de donner une longue explication. Non, c'est bon, on a compris. Ouais, bon, bah lui, il passe pas le Mélenchon test. Mon fachomètre s'affole. Bon, Nathan Dever, lui, il en a retenu quoi de ce meeting? Oui, ça aussi, ça fait partie du test. Ces fins observateurs de la vie politique ont une heure entière de meeting durant laquelle Mélenchon a fait un discours assez généraliste. Il a parlé d'éco-régions, il a parlé des riches, il a parlé de plein de trucs, mais eux, ils en ont retenu quoi? Sur quoi ils ont sciemment décidé qu'on allait s'attarder? Jean-Luc Mélenchon choisit d'être le candidat de l'antiracisme. Merveilleux, magnifique. Moi, je signe l'antiracisme. Le seul problème, c'est comment voulez-vous être antiraciste quand vous êtes antisémite? Il va sortir ça, c'est sûr et certain, ça va m'énerver, vas-y, parle. Quand vous et votre parti, mouvement, reprend une propagande raciste s'agissant des juifs, c'est-à-dire une propagande antisémite. Une rhétorique, une phraséologie, pardon, je retire le mot, enfin c'est plutôt phraséologie ou rhétorique que propagande, mais antisémite, et donc raciste vis-à-vis des juifs. Et là, c'est un des avantages de ce format, le duel, le duo dans lequel deux hommes finissent par tomber d'accord. Ils n'ont à répondre de rien, et personne ne peut leur répondre puisqu'ils parlent entre eux sans contradiction. Oui, ça s'appelle le pour et le contre, mais je crois que les deux sont contre Mélenchon. La dynamique est un peu la même que sur CNews, où on a des heures de plateau de gens qui parlent tous les jours des insoumis, qui salissent les insoumis, alors que les insoumis en question sont rarement là pour se défendre. Et on peut même continuer quand il y a des invités d'extrême droite et faire ça avec eux, c'est quand même plus convivial. Dever et Melun, ils l'ont fait avec Tugdual Denis. Moi juste en un mot sur la notion d'extrême droite, qu'en effet elle évolue c'est une chose,
Mais par exemple, vous seriez d'accord, je pense, pour dire que LFI, dire extrême gauche, comme avait dit de mémoire le Conseil d'État, c'est pas déconnant. Non. L'extrême gauche comme l'extrême droite, les extrêmes, c'est des termes positionnels. Oui, mais ça évolue dans ils l'histoire. sont quasiment antisémites et eux. C'est écœurant. Sur un plateau, tranquille, on peut dire non, mais les filles sont quasiment antisémites quand même. C'est quoi ta preuve? C'est quoi le jugement? Quand est-ce qu'on a été jugé pour antisémitisme? À quel moment? Si se réfère au jugement qui a eu lieu suite à justement Eindhoven, qui avait traité LFI de parti antisémite. Eindhoven, en fait, sur ce procès qui a été un petit peu bâclé, selon moi, de la part de LFI, ils ont un peu foutu ça sous le tapis. Je pense qu'ils auraient dû s'en servir aussi de tribune, mais peut-être que ça aurait permis d'appuyer un petit peu plus sur l'insulte qui nous était faite. Mais du coup, en fait, il n'a pas été dit à la suite de ce procès que LFI était antisémite. Il a été dit que oui, il est possible de le dire, et non, c'était pas une injure. Mais je suis désolé, c'est un mot, moi, depuis que je suis tout petit, on m'a dit c'est un mot, il est sale. Si tu l'utilises, faut que tu saches pourquoi tu l'utilises. Moi, on m'a toujours dit ça, c'est extrêmement dangereux d'utiliser ce terme à tout bout de champ. Il y a aucun monde où c'est profitable à la société de dévoyer la notion d'antisémitisme, de la jeter comme ça, comme je sais pas moi, comme une insulte lambda, quoi. C'est gravissime ce qui se passe. Et là, en toute détente, maintenant, depuis ce jugement, en tout cas, ça a donné un blanc-seing à tous les commentateurs politiques qui peuvent se permettre de se lâcher. De toute façon, il n'y aura pas de retombées, puisque le procès a déjà été joué. Alors bien sûr, s'ils en rajoutent encore une couche, il y a moyen que ça puisse repartir en procès et que cette fois-ci ils perdent. Mais là, tant qu'ils en parlent comme ça, c'est ok. T'as le droit de penser qu'LFI c'est antisémite. Seulement quand tu le penses et que t'es entouré par 3 trous de balles et que tout le monde fait ah oui, ceux qui regardent, ils vont bien finir par y penser que c'est le cas, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est dramatique. C'est dramatique. On touche un peu le fond là quand même sur ces plateaux. C'est un peu triste. Qui ont une pratique de la politique, selon moi, assez violente. Et malheureusement, cette émission originale et pertinente n'a pas trouvé son public. Philippe Corbet, le directeur de l'information de France Télé, a choisi de ne pas la renouveler à la saison prochaine. Et on peut le comprendre. France Info, la télé, ok, il y a des plateaux un peu bidons, c'est le repère de Nathalie Saint-Cric, mais pour ce qui est des invités tout au long de la journée, c'est sans doute la chaîne Info qui invite le plus de vrais spécialistes, genre des chercheurs, des universitaires. LCI, sa spécialité, c'est les gradés de l'armée, CNews, c'est les nostalgiques des colonies, BFM, c'est les flics, mais sur France Info, ils vont chercher des universitaires, en visio, avec un son dégueulasse. On salue l'effort. À distance avec nous, Usul. Ça va, Soyez Eric, le tu t'as bienvenu, connu monsieur. Vous êtes politologue, Bonsoir. vous êtes chroniqueur à Blast. Vous animez notamment l'émission Critique des médias Rhinocéros Ah, lol. sur Blast. Lol. Bah oui, du coup c'est bien, c'est chouette, c'est cool. Et elle est dans quel domaine d'expertise, ta pote, si c'est pas indiscret? Mais du coup oui, quand quand il parlait des caméras un peu dégueu avec des micros dégueux, ça m'a fait un peu rire. On n'a pas les Bon moyens, là, mais on c'est a un les mauvais idées. exemple. Il est où ton diplôme de politologue là? Dans ton cul. Non mais voilà ce qu'on voulait dire, c'est que normalement, le Journaliste spécialisé espace et sciences, nice. Putain, trop cool. Bah félicitations à elle, c'est chouette. sérieux des intervenants, c'est ça la plus-value du service public. C'est pour ça que les gens écoutent France Culture, par exemple. Pour entendre moins d'opinions et plus de vraies expertises, c'est ça la mission du service public. Sauf entre 7h et 9h, parce que les matins de France Culture, c'est l'émission de Guillaume Erner, et il a décidé... Alors, il regarde souvent LCI à cause des experts militaires. Oui, ouais. Non, j'avoue que LCI a pris un peu de place chez moi à un moment, notamment pendant le début du conflit en Ukraine, parce que c'est vrai qu'il y a des intervenants, des militaires, quoi, des gars qui ont eu des postes à responsabilité à l'OTAN, dans l'armée française, etc. Donc c'est intéressant d'avoir leur avis, même si bon, on se doute que leur avis, c'est va falloir filer un fusil à chaque citoyen, et puis ça va être la merde, et puis donner de l'argent à l'armée. Enfin bon, on sait comment ça marche, quoi. Mais bon, quand il s'agissait de faire un peu une analyse sur ce qui se passait sur le terrain, c'était quand même pas trop mal. Ah si, quand même, il y a eu 2-3... Pour avoir regardé, il y a eu 2-3 saillies de la part de certains gradés qui étaient en mode on rentre dans une époque dangereuse, il va falloir commencer à réarmer, quoi. Notamment quand Macron avait fait des discours allant dans ce sens, ils avaient bien appuyé en disant oui, de toute façon c'est nécessaire, quoi.
Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ils défendent leur chapelle, c'est OK, hein. Je veux dire, eux, ils sont, c'est leur métier. Donc, ils parlent de leur métier et puis, ils ont envie d'avoir les moyens de faire leur métier. Je veux dire, si on réduit à la fonction de base, j'ai jamais vu un militaire pacifiste, hein, je pense pas que enfin, ça me paraît plutôt normal, quoi. Donc, je comprends leur positionnement et je comprends qu'ils appuient sur ce truc-là, même si ça reste relativement entendable. Si ça n'avait pas été le cas, de toute façon, j'aurais pas continué à regarder. Mais oui, c'était beaucoup de ça, quoi. L'idée que dans sa tranche horaire, ce qui comptait, c'était son point de vue à lui avant tout, même quand il invite des vrais chercheurs. Patrick Boucheron, en ce moment, il y a une résurgence, en tout cas c'est mon analyse de l'antisémitisme, et d'un antisémitisme qui parfois utilise d'autres visages, avec un certain nombre de termes, comme l'antisémitisme est devenu un crime, l'antisémitisme politique n'est plus envisageable, alors on utilise d'autres termes, on traite des gens par exemple qui n'ont jamais pris de position particulière par rapport à Israël, de sionistes, voire de génocidaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette période particulière, Patrick Boucheron? Patrick Boucheron est historien et il avait été invité pour la panthéonisation de Marc Bloch à revenir en tant qu'historien sur l'œuvre du héros républicain du jour, ce que lui et sa collègue Alia Aglan ont pu faire sereinement dans la première partie de l'émission. Mais dans la seconde, Guillaume Erner voulait qu'on parle de l'antisémitisme, vous l'avez entendu. Pour lui, les antisémites qui, sous Vichy, s'en étaient pris à Marc Bloch, sont de retour et aujourd'hui, ce sont eux qui traitent les uns et les autres de génocidaires et de sionistes. Patrick Boucheron, évidemment. Les résonances actuelles. Non, mais ça, on vous laisse parler tout seul. Mais pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre sujet qui est celle de parler justement d'un historien qui vous trouvez vraiment, donné, vous trouvez vraiment que c'est, vous trouvez vraiment que vous trouvez vraiment. Cette question a sans doute paru un peu hors sujet à Patrick Boucheron. Bloch était un athée qui ne revendiquait pas ses origines juives. Celui qu'on faisait rentrer au Panthéon, c'était un Français, un historien et un résistant. Il n'est d'ailleurs pas mort parce qu'il était juif, il a été fusillé parce qu'il était résistant. Mais Erner, là, veut faire dire quelque chose à Boucheron. D'ailleurs, le journaliste a formulé clairement sa thèse. La dénonciation du sionisme, de la colonisation ou du génocide, c'est aujourd'hui l'équivalent fonctionnel de l'antisémitisme des années 30. Autrement dit, les nouveaux nazis sont ceux qui aujourd'hui boycottent ou dénoncent les soutiens d'Israël. C'est quand même pas compliqué, dites-le Boucheron, dites-le. On a aujourd'hui Monsieur Boucheron, espèce de piti de la gauche qui est professeur au Collège de France et qui, semble-t-il, l'autre jour sur France Inter, n'a pas voulu du tout qualifier la question de la résurgence de l'antisémitisme. Absolument. Quand on a aujourd'hui... C'est ça aussi, ces plateaux, c'est de l'inquisition, quoi. C'est dites la bonne parole, ou alors on va vous salir, on va vous décrédibiliser. Enfin, c'est terrible, la puissance de frappe qu'ils ont. Enfin, merde, hein, quand même. Hein. Quand tu vois en plus les clampins qu'ils alignent, enfin, je veux dire, ce mec-là, il n'y a rien de sérieux chez lui, quoi. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas prononcé une phrase intelligible, quoi. Et pourtant, on le laisse sur le plateau, et il se met à chier sur tout le monde, et puis à la fin, on fait « Oui, non, oui, peut-être. » C'est fou que ça marche, cette stratégie. Moi, je sais, je le dis souvent, c'est fou, mais ça me paraît complètement dingue, moi, perso. De l'antisémitisme, il est bien sûr de Marine Le Pen, puisque son arrière-grand-père était Waffen-SS. Ces extraits ont circulé bien au-delà du cercle des auditeurs habituels de France Culture et ont provoqué pas mal de réactions. Boucheron a été accusé d'antisémitisme. Dans Marianne, une tribune lui a reproché sa réaction et son manque d'empathie. Sur X, on a pu lire qu'il s'était soumis à l'islamo-wokisme. Quelle est la question? Je voulais un prolongement par rapport à la question. Je vous ai répondu. Vous ne voulez rien ajouter? Non, on peut continuer à parler de Marc Bloch, c'est ça qui est passionnant. Sur les 40 minutes d'entretien censées être consacrées à Marc Bloch, l'animateur vedette de France Culture aura donc passé 10 minutes à essayer de faire dire à ses invités qu'aujourd'hui les nouveaux antisémites sont à gauche, comme si le travail n'avait pas déjà été fait par CNews, par France Info, par toutes les autres matinales de ce pays. Mais Guillaume Erner n'allait pas en rester là, car le lendemain, à la même heure, il a choisi de faire plus simple, inviter quelqu'un d'extrême droite et lui demander aussi de parler de Jean-Luc Mélenchon sur le même sujet, celui de l'antisémitisme. Marine Le Pen, j'aimerais passer aux répercussions de ce conflit israélo-palestinien en France, avec la question de l'antisémitisme. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux une sorte de petit montage qui passe comparant Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet de l'antisémitisme. On en écoute un extrait. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers
et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas d'un peu discutable. Alors non, vous ne rêvez pas, il propose donc à Marine Le Pen de réagir à un petit montage qu'il a trouvé sur Internet. Ce petit montage, il vient de Léon Média, un compte sur les réseaux sociaux. Surtout qu'il parlait pas des Juifs dans l'extrait, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il parle d'une caste, mais je pense que lui, c'est plus une question de puissance financière ou d'acteurs importants, type, encore une fois, Bolloré, hein, ou Bernard Arnault, ou tout ce que tu veux. Enfin, il parlait pas des Juifs à ce moment-là. Animé par des pro-israéliens, un montage facétieux mais surtout fallacieux, puisque dans cet extrait tronqué, Mélenchon ne parlait absolument pas des Juifs, il s'exprimait sur les puissances d'argent qui, aux États-Unis, avaient porté Donald Trump au pouvoir. Et après ce petit montage, il a proposé à Marine Le Pen de réagir. Quand avez-vous décidé, Marine Le Pen, de rompre avec l'antisémitisme de votre père? Cette fois, c'est à France Culture que ça a pas mal réagi. Du côté de la CGT, mais aussi du côté de la Société des producteurs et productrices de France Culture, c'est-à-dire des gens qui partagent l'antenne avec Guillaume Erner. Celui-ci a même fini par devoir présenter des excuses 2 jours plus tard. Je ferai tout ce qu'il faut, je serai vigilant à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. C'est essentiel puisque ça touche à ce que nous avons de plus précieux, le lien de confiance qui nous unit. Chères auditrices et auditeurs, j'ai fait 2 erreurs et je m'en excuse. Ouais, mais le mal est fait. En fait, il y a eu une émission, un matin, où les gens, ils sont en bagnole, où ils prennent leur café avant le boulot ou un truc comme ça. Ils écoutent Erner, ils lui font confiance, c'est vrai. Et Erner, tranquillement, lâche la bombe. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit des Juifs. Alors qu'il n'a jamais prononcé le moindre traître mot en direction des Juifs. En tout cas, sur cet extrait, c'est clair et net. Donc, wow. Et le mal est fait. Parce que t'as beau faire un démenti le lendemain, c'est pas grave. La vachette est lâchée, là. C'est trop tard. 61% des Français n'ont pas confiance dans les médias traditionnels, ils ont raison. Le manque de déontologie dont Guillaume Erner a fait preuve lui a été reproché, bien sûr, mais c'est l'invitation de Marine Le Pen elle-même qui a choqué ses collègues, qui n'avaient pas été prévenus ni consultés. Ils ont fini par l'écrire dans un courrier adressé à la direction, comme nous l'apprend Younes Abzouz sur Mediapart. D'autant qu'il y a tout juste un mois, les sociétés de journalistes et les syndicats de Radio France avaient demandé à rencontrer la direction après avoir été informés de la possible invitation d'Éric Zemmour dans la matinale de France Culture, alors qu'une règle non écrite les a conduits à renoncer aux invités politiques depuis plusieurs saisons. Cette fois-ci, donc, ses collègues réclament des sanctions, mais est-ce que c'est encore possible? Peut-on sanctionner un animateur du service public sous prétexte qu'il a une dent contre la France insoumise et qu'il a peut-être un petit faible pour l'extrême droite? Ceci dit, là, il y a une autre question qui se pose. C'est celle de la crédibilité de France Culture. C'est ça qui inquiète les gens qui bossent là-bas. Et puis, est-ce que c'est normal qu'un animateur privatise comme ça toute une tranche horaire, la plus importante de la station en plus? Oui, est-ce qu'on ne devrait pas mettre quelqu'un avec lui à la rentrée? Un autre mec, on ferait une sorte de débat, de duel, de face-à-face entre Erner et quelqu'un de centre-gauche. On pourrait mettre Éric Nolot, tiens. Est-ce que tout ça, ça serait pas tout simplement les conséquences de la commission à l'oncle? Dans le service public, tout le monde est pétrifié. Sanctionner Erner? N'y pensez même pas. Erner est sans doute vu aujourd'hui comme un gage de pluralisme donné aux réactionnaires. Un type capable d'inviter complaisamment le même mois Tugdual Denis et Marine Le Pen? Ça ne se vire pas comme ça. Un journaliste capable de faire subir plusieurs jours de cyberharcèlement à un universitaire comme Patrick Boucheron? On garde. Et sur France Télé, à la rentrée, c'est Eugénie Bastier qui va faire son arrivée à l'antenne. Elle sera présente dans le remake de L'heure de vérité, au nom du pluralisme, bien sûr. Et elle le dit elle-même, hein, si elle se retrouve là, c'est sans doute grâce à la commission d'enquête de Charles Aloncle. Écoutez, je crois qu'il y a un effort, effectivement. Burke Indeed. Et en l'occurrence, c'est vraiment... Oh, merci de ne pas spammer en majuscule. Bah, c'est quoi cette affaire? Ah, t'as écrit un message. Ah, désolé, Erin, Streamlabs a pété un plomb, il a décidé de te bannir temporairement. Attends, je vais voir si je peux te débanner, parce que c'est complètement débile. C'est une première, ça? Bah, c'est grave strict, plus généralement. Je l'ai mis quasiment au minimum, la puissance de modération. C'est chelou. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, Erin. Ah, c'est bon, elle est revenue. Parfait. Sébastien. Ah, tu l'as écrit en majuscule d'indignation. Mais dans l'idée, oui, mais c'est chaud. En fait, je vais dire, le grand remplacement, en fait, c'est l'extrême droite qui le fait dans nos médias. C'est fou, quoi. En fait, les mecs, ils nous parlent de grand remplacement depuis le début, mais en fait, ils nous donnaient. Ah, flemme en caps lock. Ok. Bon, tu le sauras, a priori, mon bot n'est pas très complaisant.
avec le caps lock. Je vais voir. Je vais voir pour dégager ce critère parce que je trouve ça un peu débile. Enfin, on a le droit d'écrire en majuscule, quoi. C'est bizarre. Complaisant. Streamlabs complaisant avec l'extrême droite, c'est peut-être. Hein. Peut-être, on sait pas. Mais comment ça, c'est une dictature? J'y peux rien. J'ai dit que j'allais essayer d'y faire quelque chose. Merde. Bon. Alors, pas de souci, oui, bien sûr, mais bon, j'aimerais bien que ça se reproduise pas sur une autre personne qui serait peut-être moins compréhensive que toi, parce que moi, personnellement, je comprendrais pas, enfin, je comprends pas pourquoi ça bloque. Je le prendrais pas mal si je vois des majuscules sur mon chat, quoi, tu vois. Premier ban de la chaîne. Oh non. Il y en a eu, mais après, c'était des bans de bots. Tu es la première humaine à te faire ban, temporairement, 30 secondes. C'est pas mal. Félicitations. Je vais te faire un petit badge. Je vais te faire un petit badge pour ce ban. Je vais essayer de bricoler ça pour te féliciter. Quand même, ça se célèbre ce genre de truc. Allez, c'est Tipa. De ces dernières années, je pense qu'il a précédé la commission d'enquête et qui se poursuit après la commission d'enquête davantage effectivement d'ouverture, de pluralisme, qui était un vrai problème sur le service public. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Et avec un service public trop homogène idéologiquement, et il y a un effort qui est fait pour effectivement faire entendre d'autres voix. Tout ça, bien sûr, on en reparlera à la rentrée, mais en tout cas, ça fait plaisir tout ce pluralisme, hein? Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cet épisode de fin de saison? Je pense que Mélenchon, c'est comme les nazis. Voilà, j'ai écouté un peu toutes les chaînes pour me faire mon propre avis en m'appuyant sur le pluralisme, et je suis formel. Faut pas voter pour ce type-là, il est dangereux, on dirait le vieux Le Pen. Nous, on vous souhaite bon courage pour cet été de merde. Alors non, attends, parce que pour l'été, j'ai encore un peu de pluralisme pour vous. France Inter vous invite à passer un été avec Nietzsche, des petites chroniques comme ça tous les jours. J'ai écouté ce matin, c'était l'écrivain identitaire Sylvain Tesson qui parlait de Nietzsche. Et ça va tourner? Eh ben non, en fait, tout l'été, ça va être Sylvain Tesson sur France Inter, voilà. Ça fait quand même beaucoup de pluralisme là, non? Et ouais, et nous, on se retrouve en septembre prochain. Eh ben, merci, Rhinocéros, c'était chouette. On a beaucoup appris. Non, en vrai, sans trêve de blague, l'émission, je la trouve quand même sacrément cool, quoi. Ils sont basés, ils arrivent bien à documenter, ils font bien le travail de liaison entre les différents acteurs qu'ils nous présentent. Bon, là, pour le coup, j'ai quand même pas mal coupé hein, par moment, donc excusez-moi si ça a gêné à la compréhension de la vidéo. J'espère pas trop. Mais dans l'idée, c'était du très bon travail, comme toujours, de leur part. Donc, Erin, tu vois, tu connaissais pas. Je sais que c'est pas des émissions très joyeuses. À la fin, on en ressort plus énervé que quand on est arrivé, mais si jamais, voilà, c'était un programme quand même assez intéressant sur la critique média, et encore une fois, la critique média, on n'en a pas des masses. À la télévision, justement, on avait vu qu'ils faisaient une forme de critique média. Vue n'existe plus. On a Rhinocéros. À gauche, en tout cas, on a ça. Il y a sans doute plein d'autres émissions que je connais pas. D'ailleurs, si vous avez des adresses, de bonnes adresses pour que je puisse me repaître, je vous en prie, allez-y, donnez-moi ça. Bon, plus de Rhinocéros jusqu'à la rentrée. Puisque c'est bien connu qu'en été, la vie politique n'existe plus. C'est terminé. Après, je regarde pas trop la TV française, honnêtement, ni la radio, donc bon. Là, après, c'est un programme Internet. C'est un programme, mais... Alors, en fait, l'avantage de ce genre de truc, c'est que, pareil, si tu veux, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Par contre, je sais que nos chers concitoyens regardent la télé et écoutent la radio. Et au même titre que Vue, ça me permettait de faire un rattrapage sur... qu'est-ce qui se dit sur telle ou telle chaîne, même si je m'en doute, hein, on va pas se mentir, je me doute que sur CNews, ils vont pas te parler d'histoire de la réussite de certaines personnes qui arrivent après un parcours migratoire, quoi, tu vois. Enfin, on connaît leur ligne éditoriale. Mais à chaque fois, je suis un peu étonné de voir à quelle vitesse ils progressent, à quelle vitesse ils sont capables d'infiltrer le champ médiatique, de présenter de nouveaux visages, et surtout de présenter un visage presque raisonnable, en tout cas suffisamment raisonnable, pour que certaines grandes chaînes comme France Télévisions ou France Radio, France Culture soient à l'aise avec l'idée de les mettre, parce qu'ils se disent, bon, bah oui,
Ils arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de pluralisme. On va leur offrir du pluralisme. Celui-là, c'est bon, il a une capacité de frappe assez importante. On sait qu'il va nous rapporter du pognon. On le met et puis il n'y a pas plus de réflexion au-delà de ça, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant de le constater. Voilà.